T'as entendu parler de cet endroit? Oui, il paraît qu'on y parle de l'invisible. Genre l'au-delà? Oui. Et aussi d'hypnose, d'esprit et d'énergie. Tu crois que c'est vrai? Bah, je sais pas, mais viens, on y va. Bonjour, bienvenue dans le boudoir. Installez-vous confortablement. Venez, on va discuter. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. On va vous parler de nous et de ce qu'on fait ensemble. Salut Héloïse. Salut Nathalie. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement ensemble? C'est des séances d'hypnose régressive. Nathalie, qu'est-ce que c'est les séances d'hypnose régressive? Alors l'hypnose régressive assistée, elle permet d'aller chercher les causes énergétiques de différentes problématiques que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, que ce soit au point de vue émotionnel, amoureux, professionnel ou spirituel. Et donc ça permet d'analyser les petits ou les gros problèmes qui peuvent être handicapants pour la personne. Ok, ça paraît un peu énigmatique dit comme ça, mais en gros, ça consiste à quoi? Est-ce que c'est de l'hypnose de spectacle? Qu'est-ce que c'est exactement? Non, nous, l'hypnose qu'on pratique, elle n'a rien à voir avec de l'hypnose de spectacle. Il ne s'agit pas de faire perdre le contrôle à quelqu'un, ni de le manipuler. Au contraire, nous, c'est un accompagnement en douceur vers un état modifié de conscience. Donc c'est dans ce cadre que moi, j'accompagne Héloïse à entrer dans cet état modifié. Et alors là, elle devient un canal, une passerelle qui est capable de se relier à différents plans de conscience, que ce soit la conscience supérieure d'une personne, les mémoires anciennes ou les archives akashiques. Peu importe, elle peut se connecter à énormément de choses. Donc oui, en fait, c'est des états. En tout cas, moi, quand je suis dans ces états-là, je vais pouvoir voir ou en tout cas ressentir par plein de moyens qu'on va développer plus loin, des choses qui nous sont invisibles, qui sont invisibles pour nous dans la matière. Donc en gros, Nathalie, elle m'hypnotise et je deviens vraiment une voix, mais moi je suis très détendue. Pour autant, je suis pas non plus dans un état, ce qu'on pourrait croire, c'est que je suis complètement à la merci de Nathalie et juste je suis un peu à l'ouest. Au bout d'un moment, on arrive quand même à discuter et avoir une vraie conversation où elle va me poser des questions et je vais répondre avec mes mots. Je ressens des choses, des mots, des phrases, même des pensées qui ne me correspondent pas, parce que ça ne correspond pas du tout à parfois mes croyances, ce qui peut être aussi un peu difficile, parce que ça veut dire qu'il faut voir les choses avec un œil neuf, en tout cas les transcrire, les retranscrire avec un œil neuf. Donc c'est moi qui parle, c'est ma voix, mais c'est comme si ça ne venait pas vraiment de moi. Bon, ça paraît un peu flippant comme ça, mais au bout d'un moment, on s'habitue et c'est assez agréable parce que au-delà même de l'utiliser, vous verrez dans des sessions, des enquêtes où on va avoir pour une personne un sujet, ça peut être des sujets d'actualité, mais on peut le voir aussi sur nous. Et c'est vrai que nous, Nathalie, on le fait très souvent sur nous et ça nous permet d'avoir des informations sur nos vies, de faire un point et de savoir avoir quand même une vision beaucoup plus avec plus de recul, une vision plus vaste, plus globale. Donc c'est vraiment bénéfique sur plein d'aspects en fait. Donc voilà à peu près ce qu'on fait toutes les deux avec Nathalie. Et en dehors de ça, on peut se retrouver à faire ce qu'on appelle des hypnoses régressives assistées avec des personnes qui viennent nous consulter pour aller voir vraiment des problématiques dans le domaine invisible, les concernant. Donc, tu peux nous parler un peu de ça? Là, c'est un peu différent parce que du coup, il va falloir qu'on se connecte à une personne et qu'on se connecte à sa fréquence et qu'on aille voir dans l'invisible qu'est-ce qui se passe pour elle, en fait. Donc en fait, je mets Héloïse en état modifié de conscience et elle va se connecter à la partie éthérique du consultant. Donc le corps éthérique, c'est un corps invisible qui entoure le corps physique. C'est un peu une sorte de copie énergétique de votre corps. Et donc ce corps éthérique, il est souvent perçu comme le réservoir d'énergie de notre corps. Et il interagit avec notre physique. Par exemple, quand on ressent une fatigue extrême ou un malaise, ça peut être lié à des déséquilibres dans le corps éthérique. Donc, elle se connecte à ce corps. Et ce corps, il est composé de plusieurs choses. Donc, il a l'énergie vitale. On peut l'appeler le chi ou le prana.
Et c'est une énergie qui maintient votre corps physique en vie et en bonne santé. Vous avez les mémoires émotionnelles énergétiques. Ce peut être des traces d'émotions vécues, des mémoires karmiques, des expériences passées. Vous avez aussi les chakras. Ce sont des points d'énergie qui régulent vos aspects physiques et émotionnels, spirituels. Donc, vous avez la connexion avec les autres corps subtils parce que ce n'est pas le seul corps subtil. Il y a aussi le corps, par exemple, le corps émotionnel, mental ou astral. Et il y a aussi les protections énergétiques. Donc, le corps éthérique, qui contient aussi des mécanismes de protection énergétique qui vous défendent contre des influences externes. Et donc, après, en travaillant sur ce corps éthérique-là, on lève des blocages et on permet à la personne de s'élever vibratoirement et de faire circuler justement ses énergies, de libérer des mémoires karmiques, d'élever ses protections énergétiques, etc., etc. Par exemple, si on parle de mémoire karmique, ça peut faire référence à des vies antérieures. Donc, le sujet des vies antérieures, ça nécessite de croire aux vies antérieures, mais pas nécessairement, en fait. Les vies antérieures, c'est tout ce qui est relié à la réincarnation, etc., un concept très connu. Et donc, dans vos vies antérieures, vous avez pu vivre des choses traumatisantes que vous allez emporter avec vous dans la vie actuelle. Donc, ça peut être des peurs, des phobies, des schémas amoureux répétitifs, des traumas, ça peut être plein de choses. Et donc, dans un état modifié de conscience, dans l'état modifié de conscience dans lequel je suis, je vais accéder parfois, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, c'est pas vraiment moi qui décide de ce que je vais voir, ça va arriver, mais entre autres, le sujet du moment, ce qui va être le plus important pour la consultante, va m'être montré. Donc, ça peut être une vie antérieure. Mettons, on avait une personne une fois qui avait la phobie de l'eau, et ça, bon, moi je suis pas au courant, mais j'ai été basculée, hein, j'ai vu une vie antérieure où elle se noyait. Et donc, du coup, de mettre des mots, de mettre en lumière le fait qu'il y avait une noyade, et bah, du coup, ça lui a permis après de prendre conscience de ça, de mieux vivre avec ça. Et donc, Ouais. en fait, ça a aussi libéré un blocage où elle avait peur de dormir dans le noir. C'était un blocage dont elle n'avait pas parlé. Héloïse a été visiter cette vie. Ça a libéré et le blocage de la peur de l'eau et le blocage de dormir dans le noir. Oui, parce qu'en fait, elle s'enfonçait dans un lac noir, en fait, hein, et au fond du lac, les eaux sont troubles et noires, et voilà, c'était quelque chose de assez profond. Et du coup, il n'y avait plus de lumière, quoi. Mhm. Oui, ça marque bien que l'inconscient, il a un sacré pouvoir, en fait. Et ça peut être aussi, donc ça c'est un exemple sur les vies antérieures. Donc encore une fois, hein, vous y croyez, vous y croyez pas. Nous, on ne demande pas d'y croire, mais par contre, c'est intéressant parce que ça met souvent en lumière des choses chez les personnes. Il y a quelque chose de très imagé à exprimer une vie antérieure pour que la personne prenne conscience des choses qui lui font défaut dans sa vie actuelle. Il ne s'agirait pas non plus d'avoir des dérives sur les vies antérieures, des fois de vivre dans ces vies antérieures. C'est pas le but, hein. Vivre dans ces vies antérieures, c'est d'oublier de vivre notre vie qu'on a actuelle et penser à ce qu'on a été et vouloir visiter. Alors c'est intéressant, hein, mais en fait, il y a aussi, on peut se perdre dans ça. C'est juste un petit rappel que je fais là parce que c'est vrai que on a tendance à s'oublier. Certaines personnes, une fois qu'on commence à découvrir le monde des vies intérieures, c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant. Moi, j'ai adoré me renseigner sur ça et sur mes vies, hein, sur mes vies à moi. Mais c'est vrai que après, faut pas s'y perdre, quoi. Elles nous sont montrées pour débloquer des choses. Après, ça peut être d'autres choses, hein. On a dit que c'était pas pour des addictions, mais forcément, peut-être que vous pouvez comprendre pourquoi vous êtes addict à quelque chose si vous avez une explication ésotérique, donc vie intérieure, autre chose. Ça peut être aussi, pour revenir sur des exemples, sur les chakras, par exemple, on pourrait avoir des chakras qui sont bloqués. Des chakras bloqués, par exemple, on va voir, je sais pas, moi, au niveau de la gorge, moi, je vais avoir une visualisation de voir. Donc, il y a un chakra, pour ceux qui savent pas, au niveau de la gorge, qui est relié à la communication. Et des fois, dans un état de conscience modifié, je vais pouvoir voir une personne qui a une sorte de boule là, au milieu de la gorge. En tout cas, je comprends que c'est le chakra de la communication qui est bloqué. Et après, je vais avoir d'autres informations.
Donc peut-être qu'en fait la personne, elle a du mal à s'exprimer parce que quand elle était petite, dès qu'elle exprimait ses émotions, tout de suite on lui disait d'être plus forte, plus courageuse, etc. Donc elle a jamais pu vraiment s'exprimer. En tout cas, il y a plein de choses qui peuvent dérouler de ça. Oui, on peut travailler aussi sur des chocs émotionnels qui donnent des fuites énergétiques dans le corps éthérique. En allant voir sous hypnose, on peut fermer ces brèches et réinstaurer l'équilibre énergétique dans le corps. Enfin, il y a puis beaucoup de choses, ça peut servir à énormément de choses en fait. c'est énorme. En fait, là, on fait une petite synthèse parce que c'est énorme ce qu'on peut voir. C'est imprévisible. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va voir. Des fois même, ça peut être comment dire, très matériel au final, hein. Moi, je suis quelqu'un qui doute. Et c'est vrai que on fait des vérifications en début de session pour s'assurer que la personne, c'est bien elle. Et quand on a des vérifications vraiment pragmatiques, par exemple, la personne, quand elle va nous dire, moi je vais la voir en train de peindre des petites statues. Ça nous est arrivé, hein. Je voyais une personne en train de peindre des petites statues, faire des maquettes et des petites figurines au pinceau, là, très fines. Et en fait, je vois cette personne-là. Et au moment donné où je vois ça, je vais dire à la personne, est-ce que vous faites de la maquette du pinceau? Donc, c'est pour moi de vérifier si je me suis bien connectée à la bonne personne. Et effectivement, la personne faisait ça. Donc, des fois, c'est des choses aussi très matérielles, très matières, qui sont reliées à la vie actuelle. On va pouvoir même voir des organes, des fois, dans le ventre. C'est ce qu'on voit, mais faut voir un médecin, hein. Mais on peut voir aussi des fois des choses qui sont voilà, vraiment présentes sur la personne à ce moment-là. C'est hyper vaste. C'est des symboles, c'est des objets, c'est des fois comme dans des films, des sensations. C'est très, très vaste. Chaque session est différente. Oui, C'est jamais répétitif. jamais. Et qui d'ailleurs, nous, ça nous surprend. Mhm. Hein, parce que des fois, on sort des choses. Moi, quand je vois des trucs vraiment, mais on a même un peu peur de dire ça, parce que moi, on voit des trucs, c'est même pas juste sur la personne. Des fois, on arrive dans des dimensions, dans des mondes, dans des trucs, des gens. Enfin, c'est très, très vaste, hein. Et il y a des personnes qui vont être reconnectées à des univers qu'on ne penserait même pas. Enfin. Imaginable. Ouais, même pas imaginable. Donc, des fois, c'est difficile aussi, et ça, on va y venir après dans nos rôles respectifs. Mais il faut arriver à se dire, OK, là, peut-être que je vais balancer un truc complètement déjanté. Mais en fait, la personne, ça va lui parler. Elle va dire, oui, 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 bah oui, ça me parle. Qu'il y a tout un travail aussi sur ça à libérer, nous, en tout cas, à être vraiment neutre. Héloïse, est-ce que tu peux parler de ton rôle de télépathe? Oui, donc comme je le disais, c'est vraiment un rôle où on doit être un canal et c'est grâce à Nathalie qui va me mettre dans cet état que je vais pouvoir vraiment voilà, avoir les informations et les retranscrire. Et pour moi, comment ça va se caractériser? Eh ben, en fait, dans cet état à blanc, moi, je suis pleine d'énergie positive parce que le but, c'est que je me fasse pas emporter par des choses un peu lourdes. C'est OK, hein. Les personnes, si elles viennent nous voir, c'est qu'il y a quelque chose d'assez dur, mais moi, il faut que je reste assez clean. Donc, ça veut dire que moi, je suis préparée. Voilà, je suis censée d'être bien centrée, avoir bien médité, en tout cas, être vraiment neutre. Et en fait, les choses vont arriver chez moi, en tout cas. Ça va être tous mes sens qui vont être stimulés. Donc, c'est principalement la vue. Pour moi, c'est comme si j'ai les yeux fermés et je vois comme un film qui se déroule. Et au début, je vais avoir des images, un symbole, puis je vois des choses arriver, tac, tac. Après, je peux avoir des infos comme si on me soufflait, des pensées, oui, des pensées. Et puis, je peux aussi ressentir pour certaines personnes qui ont vécu un trauma, donc par exemple dans une vie antérieure ou autre, je vais ressentir la douleur, l'émotion qu'elle a vécue. Je la ressens, mais comme aussi en même temps avec une forme de distance. On ressent fort. On peut même ressentir tout ce que chacun des protagonistes de cette scène, des protagonistes de la scène ont ressenti, vraiment une énergie. Donc oui, il faut quand même avoir une certaine forme de sensibilité pour ressentir tout ça. Et je pense que les personnes qui sont amenées à être télépathes, hein, télépathe au final c'est le terme qu'on utilise pour dire ces personnes qui captent des informations sur
sur des choses ou sur autrui sous état d'hypnose. Mais donc ces personnes-là, ces télépathes-là, ils ont quand même une sensibilité qu'on travaille en fait, hein. D'ailleurs, pour moi, je pense que tout le monde est capable de faire ça à partir du moment où il se connecte et qui s'écoute. Il faut quand même avoir certaines capacités, je pense. Parce que moi aussi, j'ai fait des séances de télépathie. Je pense qu'il faut avoir certaines capacités quand même pour ça. Sinon, il faut énormément s'entraîner pour arriver au niveau d'Héloïse. C'est souvent quand on est dans ces cours-là, il y a beaucoup de médiums parmi les télépathes. Il faut quand même une capacité assez forte pour se connecter à l'invisible. Oui, mais de toute façon, moi, je pense aussi que les personnes qui sont attirées par ça, bah, c'est qu'elles ont... Enfin, moi, je pense qu'il y a un intérêt, il y a une appétence, en fait. Il n'y a rien de magique, quelque part, à être attiré par ça, à dire, tiens, je suis médium. Moi, je pense qu'il y a... Alors, il y en a certains, ils naissent médiums et c'est pas pareil, mais moi, je pense que il y a quand même une appétence. Quelque part, on a une appétence pour ça, pour aller dans ça, parce qu'on a une sensibilité pour ça. C'est un domaine où on ressent, où ce qu'on va dire, ce qu'on ressent, ça devient utile, en fait. Et mais je pense que les personnes qui sont télépathes, de toute façon, même au naturel, dans leur vie, elles ressentent que des fois, elles captent vraiment beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai eu pas mal d'expériences avant vraiment de rentrer à mettre les pieds dans le plat, où vraiment je me posais des questions et c'était pas facile parce que moi, pour info, je viens pas du tout d'une famille. Enfin, mes parents sont profs et dans des matières très cartésiennes, donc c'est pas du tout un truc dans lequel je me prédestinais. Mais moi, je sentais que j'étais attirée par ça. Depuis que je suis petite, j'étais attirée par ça. J'ai pas été désignée ou autre. Moi, j'aime bien remettre le pouvoir en nous et dire, moi, je sentais qu'il y avait aussi quelque chose qui venait de moi, de dire, je sais pas, je sens que j'ai besoin de me connecter à quelque chose. Et donc, enfin, pour être télépathe, il faut aller au-delà de ses croyances, parce que des fois, on voit des trucs, on se dit, oh là là, ça me va pas du tout, ça correspond pas du tout à ce que je pense être, à ce que je veux croire, donc j'aime pas. Mais non, en fait, faut y aller, faut dire les choses. En fait, on reste des canaux. Et lâcher prise, total lâcher prise. Ne pas avoir peur de dire ce qu'on voit, en fait, et ne pas interpréter. Voilà, ne pas mettre d'interprétation. Vraiment essayer de livrer l'information brute, telle qu'elle est. Et voilà donc un peu pour moi mon travail, en fait, mon rôle dans tout ça. Mais moi, j'ai au besoin de Nathalie. Parce que quand bien même je suis connectée et que je sais que voilà, je peux parler normalement, hein, faut pas se faire une image mystique de je suis dans un état complètement à l'ouest. Non, je suis quand même présente. Mais ça, c'est vrai aussi, c'est un peu de la pratique quand même, hein, c'est d'arriver à rester bien ancré. Mais moi, j'ai besoin de Nathalie parce que c'est elle qui va me conduire dans cet état. Et du coup, Nathalie, je te laisse expliquer vraiment ton rôle d'opératrice. Donc moi, je mets Héloïse en état modifié de conscience. Et donc moi, en fait, je l'accompagne pendant toute la session. Je la sécurise et je la guide. Je la guide suivant les questions que le consultant nous a données. Parce que moi, je connais déjà un peu l'histoire du consultant et les problématiques qu'il rencontre. Pour être opérateur, il faut avoir envie... déjà, il faut être analytique, intuitif, parce qu'il faut quand même aussi suivre son intuition. C'est super important. Et il faut aimer questionner. Parce que je questionne énormément Héloïse, déjà pour voir où elle est, où elle se situe, comment elle est, qu'est-ce qu'elle voit, parce qu'elle est mes yeux dans l'éther. Moi, je ne vois rien. Moi, je ne suis pas en état modifié de conscience, donc je lui fais entièrement confiance et je suis ce qu'elle me dit. Et donc, moi, je la guide suivant les questions du consultant. En fait, Nathalie, c'est l'enquêteur et moi, je suis la loupe. Exactement. Et en plus de ça, toi, tu vas me sécuriser. Parce que moi, des fois, en fait, je lui dis ce que je vois. Mais des fois, je pourrais me faire happer parce que des fois, il y a des... Comment dire? Des fois, il y a des choses, c'est un peu de la poudre aux yeux, même dans les terres, hein. On peut se faire avoir. On voit quelque chose et puis au final, ce qu'on nous montre, qui est tout beau, tout rose, en fait, c'est pas vraiment ce que c'est. Il y a quelque chose, il y a un vernis, il faut gratter derrière. Ouais, et c'est là que j'interviens avec mon ressenti. Si je sens que c'est pas terrible, je lui fais prendre de la hauteur sur la scène. Elle prend de la distance et là, elle peut voir si c'est vrai ce qu'elle voit ou si c'est faux. Elle a besoin de moi comme moi j'ai besoin d'elle.
Donc voilà à peu près, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui est l'hypnose régressive assistée. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions si ça vous semble, il y a des points qui vous semblent un peu flous. On se fera un plaisir d'y répondre. Et du coup, on va aborder un petit peu comment ça se passe concrètement, hein, comment ça se passe l'hypnose régressive assistée. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Nathalie, vraiment toute la démarche à faire? Donc, le jour qui précède la séance, le client envoie les questions qui doivent être posées pendant la séance. Donc, le jour de la séance, on se donne rendez-vous tous les 3 sur Skype parce que, bien sûr, elles se font en ligne. Et pendant la séance, on ira explorer toutes les problématiques que rencontre la personne. On va libérer les blocages et on va le faire monter en vibration. Le client peut prendre la parole, il écoute toute la scène, Mhm. mais il peut prendre à n'importe quel moment la parole. Alors, ça pourrait poser question pour certaines personnes de savoir le côté un petit peu efficace des séances en ligne. Pour nous, il y a pas de problème parce que... Alors, je comprends, hein, je conçois qu'on puisse se dire c'est mieux d'être en réel, en se voir vraiment en chair et en os. Pour autant, c'est pas dans le domaine de l'énergétique, c'est pas forcément quelque chose de très... Ça veut pas dire grand-chose dans un sens parce qu'en fait, on est tous connectés les uns les autres et que vous soyez à Tombouctou ou je sais pas moi en Australie, je vais me connecter de la même manière à vous que si vous étiez juste à côté, quoi, dans la pièce d'à côté. Moi, c'est presque plus intéressant de ne pas avoir d'informations, en tout cas le moins d'informations possible concernant le client. Parce que si je l'avais en face de moi, je serais peut-être influencée par comment il s'habille, sa façon de parler, sa façon de se mouvoir. Tout ça, c'est des indices. Et le but, c'est que moi, je sois à blanc. Donc, c'est d'autant mieux de ne pas être influencée par tous ces facteurs extérieurs pour que moi, je puisse me connecter à la personne, mais vraiment de façon brute, sans préjugés, en tout cas sans influence extérieure. Donc, c'est pour ça, le fait de le faire en ligne, ça limite tout ça et c'est pas un problème. Alors, à la fin de la séance, vous allez recevoir le temps de métabolisation de celle-ci, où toutes les informations que vous avez conscientisées pendant la séance vont s'engrammer dans le corps. Donc, c'est comme si vous aviez subi une opération chirurgicale. Après, vous avez des mois de convalescence. C'est pareil pour l'hypnose régressive. Ça peut se compter en jours, ça peut se compter en semaines ou en mois. Tout dépend de chaque personne et de comment s'est déroulée la séance. Voilà, et ça, cette information, elle va m'être donnée. Nathalie va poser la question, dire quand je suis encore sous état modifié de conscience. Nathalie va me poser la question, combien de temps de métabolisation? Et moi, je vais avoir l'information. Alors, autant chez des personnes, c'est très court, autant chez d'autres personnes, c'est beaucoup plus long. Ça peut être vraiment des choses importantes à digérer. Et du coup, il faut ce temps-là. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère qu'il vous a plu et qu'il vous a éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez. Et à très vite pour un prochain épisode.